Bonjour et bienvenue à cette troisième table ronde consacrée à la résilience du bâti et aux manières de construire et de reconstruire en tenant compte de l'augmentation des risques naturels. Une courte introduction avant de laisser la parole à nos différents intervenants. En vous rappelant quels pourraient être ou quels sont déjà peut-être les différents impacts du réchauffement climatique sur le bâti. Premier impact que chacun d'entre nous a déjà eu l'occasion de ressentir, je pense. Est-ce que le son... Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort. Il semblerait que le son soit un peu compliqué. Donc, premier impact que chacun d'entre nous a eu l'occasion de ressentir déjà, le confort d'été, ou plus précisément l'absence de confort d'été. Je pense même qu'on peut commencer à parler de franche surchauffe. Avec deux évolutions notables. D'une part, une augmentation des températures maximales, donc comme on peut le voir sur cette simulation effectuée par Météo France, une augmentation de plus de 10 degrés des températures maximales chaque année en France. Et puis un second phénomène qui est le phénomène des vagues de chaleur. Donc vagues de chaleur, ce qui signifie en pratique, d'une part, des températures importantes, mais des températures importantes qui durent plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Avec pour le bâtiment un impact immédiat, celui du confort d'été, je l'ai déjà dit, mais également une question de consommation énergétique, puisque comme on peut le voir sur le diagramme de l'Agence internationale de l'énergie, les besoins électriques pour le refroidissement des espaces seront déjà supérieurs à ceux utilisés pour le chauffage à partir de 2050. Un autre élément en lien avec le réchauffement climatique qui n'est peut-être pas suffisamment connu, celui des précipitations. Les spécialistes s'accordent globalement à penser que les précipitations demeureront constantes, réchauffement climatique ou pas, avec une nuance néanmoins, c'est que ces précipitations varieront beaucoup d'un moment à l'autre de l'année. Nous aurons des précipitations bien plus faibles en été et à l'inverse bien plus fortes, bien plus intenses, bien plus violentes en hiver, avec bien évidemment un enjeu qui sera à la fois celui de la gestion des précipitations et puis un autre enjeu qui sera la gestion d'éléments climatiques violents qui pourront avoir des impacts directement sur le bâti. Troisième élément qui, lui, est peut-être totalement ignoré ou en tout cas insuffisamment valorisé, celui de l'évolution de l'humidité des sols. Pour une raison physique assez simple, qui dit atmosphère plus chaude dit capacité à stocker l'humidité plus importante et par conséquent diminution de l'humidité stockée dans les sols, ce qui fait que tendanciellement, nous nous dirigerons vers des sols de plus en plus secs, avec un impact fort en termes sur des phénomènes du type retrait gonflement d'argile, et donc avec un impact fort sur tout ce qui peut être faiblesse structurelle ou endommagement des fondations. Je laisse la parole, après cette courte introduction, donc la question qui se pose est bien celle de savoir comment intégrer l'ensemble de ces évolutions dans la manière de construire et de reconstruire. Et je laisse la parole, pour répondre à ces questions, je laisse la parole à nos 5 intervenants. Nos 5 intervenants qui sont Sarah Gérin-Chassan, Éric Petitpas de la mission Risques Naturels. Ils sont respectivement directeurs, directrices et conseiller, Vincent Pierret qui dirige le bureau d'études Terra Énergie, Yannick Bex qui dirige la filiale de Soprema Sopranature et Anke Karmann-Wössner qui dirige les services de l'urbanisme à la ville de Karlsruhe. Je laisse la parole immédiatement à Sarah Gérin-Chassan et Éric Petitpas en leur demandant peut-être dans un premier temps de présenter la mission Risques Naturels. Sarah et Éric, c'est à vous. Bonjour Bertrand, bonjour à tous. Merci effectivement de nous donner cette occasion de présenter la mission Risque Naturel et de poser cette question cruciale qui est celle de comment construire et reconstruire en tenant compte des risques naturels. Donc, tout d'abord, quelques mots sur la mission Risque Naturel et puis on présentera aussi d'autres chiffres clés sur l'impact des risques naturels. Donc la mission Risque Naturel, c'est une association qui a 20 ans cette année, qui a été créée donc en 2000 par la profession de l'assurance. Nous sommes donc une émanation de la Fédération française de l'assurance et cela fait 20 ans que nous travaillons donc au service de l'amélioration de la connaissance et de la prévention des risques naturels.
Notre activité s'articule autour de différentes missions, que ce soit des missions d'interface institutionnelle, de la production de services, d'outils d'intérêt général au service des sociétés d'assurance, mais également des études et projets de recherche, dont notamment un projet que l'on a baptisé CAD-CLIM Data, qui vise à mieux comprendre justement l'endommagement du bâtiment face aux aléas naturels et climatiques auxquels le bâtiment doit faire face très, très régulièrement désormais. Et donc, on vous présentera un peu plus en détail, Éric Petitpas vous présentera un peu plus en détail ce projet par la suite. Donc voilà, enfin sur la slide suivante, quelques éléments de chiffres clés pour vous montrer qu'effectivement, au-delà de la grande volatilité de la charge de sinistre d'une année à l'autre, on observe tout de même une tendance à la hausse puisque finalement sur les périodes, on voit une augmentation. On est passé de 1,2 milliard à 2 milliards à 2,8 milliards et là sur la dernière période observée, on est proche, donc on se rapproche des 4 milliards d'euros, donc liés aux catastrophes naturelles et climatiques. Il y a aussi une petite part sur l'assurance récolte, mais qui est plus marginale. On voit que l'essentiel de ces coûts sont liés à ce que l'on appelle des catastrophes naturelles, donc inondations, sécheresse, mouvements de terrain, séismes, etc. Et puis les phénomènes climatiques comme la tempête, la grêle ou le poids de la neige. Plus précisément, si on regarde sur les inondations, donc là c'est une carte qui vous présente les inondations les plus coûteuses en France depuis le début de la mise en place du régime assurantiel des catastrophes naturelles. Donc on voit que ces événements impactent l'ensemble du territoire français avec quand même une concentration importante dans la partie sud-est de la France. Ce sont pour l'essentiel des débordements de cours d'eau, mais au-delà de ces phénomènes, de ces phénomènes à fort coût, on observe également un phénomène de fréquence avec près de 4300 événements inondations qui ont déjà impacté le territoire et 80% des inondations concentrent moins de 10 communes. Donc c'est vrai qu'on parle souvent des événements d'ampleur qui sont généralement médiatisés, mais il ne faut pas négliger en fait tous ces phénomènes de fréquence qui impactent chaque année les bâtiments et les assurés, et pour lesquels il n'existe pas toujours de cartographie, puisqu'on observe que 50% des sinistres inondations sont en dehors de toute cartographie, et c'est essentiellement lié au développement du phénomène d'inondation par ruissellement. Si l'on regarde un autre aléa naturel qui nous préoccupe, c'est la sécheresse. Bertrand en a dit quelques mots en introduction. Les phénomènes de retrait et de gonflement des argiles vont avoir un impact direct sur le bâtiment et sont liés en fait à ce changement de teneur en eau des sols. Et on s'aperçoit que désormais, c'est quasiment tous les ans. On a eu une sécheresse en 2017, en 2018. Il y en a une aussi en 2019 et on a observé également un phénomène de sécheresse en 2020. Et donc jusqu'à présent, donc on a tout de même 6 épisodes de sécheresse qui font partie des 20 événements climatiques les plus coûteux, avec cette tendance donc à l'augmentation de ces phénomènes et du nombre de communes qui sont reconnues en état de catastrophe naturelle du fait de ces phénomènes de retrait-gonflement des argiles, pour un coût global sur la période qui s'élève à près de 12 milliards d'euros. Donc voilà, donc je voulais aussi passer la parole à Éric Petitpas, qui est conseiller de la MRN, pour qu'il nous en dise un peu davantage sur ce que l'on observe concrètement au niveau des bâtiments en termes de sinistralité et d'endommagement du bâti. Oui, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, on va effectivement regarder ça à travers la slide suivante. Donc, sur l'observation de la sinistralité et l'endommagement du bâti, nous analysons les sommes indemnisées par les assureurs. Ces sommes indemnisées, elles correspondent à des dommages à des bâtiments qui ont été exposés à différents aléas naturels.
Et donc, nous décomposons les sommes indemnisées selon les différents postes d'endommagement que l'on rencontre dans les rapports d'expertise. Alors, c'est pas une tâche facile que d'aller sortir les données des rapports d'expertise, mais ça, c'est notre job. On décompose ces coûts suivant des postes principaux ou des WAR, les revêtements de sol, les charpentes, les menuiseries, enfin les différents grands postes qu'on retrouve d'ailleurs également dans la nomenclature de l'AQC, et on chiffre les dommages par grand poste de préjudice. Donc ça permet de mieux évaluer les impacts des différents événements suivant effectivement la nature de l'aléa, et puis également sans doute de catégoriser, de chiffrer les grands postes d'endommagement et de regarder en quoi on peut améliorer, certaines parties du bâtiment en fonction de l'exposition et de l'aléa auquel elles sont exposées. Donc, vous pouvez retrouver ces études dans des monographies. Sur le slide suivant, vous retrouvez le top 3, entre guillemets, des bâtiments, les parties de bâtiments les plus endommagées en fonction de l'aléa. La sécheresse, évidemment, on retrouve à plus de la moitié des coûts les sujets de reprise en sous-œuvre des fondations ou de renforcement des fondations. Les inondations, sans surprise, on retrouve, les revêtements de murs intérieurs, tout ce qui est embellissement et ainsi de suite. Les tempêtes, vous allez retrouver, bien entendu, les couvertures pour quasiment la moitié. Assez bizarrement, pour des tempêtes ordinaires d'hiver, les portails et les clôtures auxquelles on ne pense pas, mais qui coûtent finalement très cher, du moins c'est ce qu'on constate en termes d'assurance. Et puis la grêle, qui, sans surprise également, affecte les charpentes et les couvertures à 70%, avec des dommages collatéraux sur les revêtements muraux, évidemment, du fait des infiltrations, ou les menuiseries PVC qui n'aiment pas beaucoup les gros grêlons. Voilà. Donc ça, c'est un panorama très rapide. Et en fonction de ça, effectivement, sur les charpentes de couverture, par exemple, sur la grêle, on peut s'étonner notamment de l'absence de normes sur la résistance des tuiles, voire des étanchéités, en fonction d'une cartographie de grêle que nous, on ne connaît pas non plus en France, par exemple. Alors, un exemple suivant, pour illustrer le passage aussi, de l'observation de la sinistralité, comment ça se traduit dans la vraie vie, puisque là, je dirais que ce bâtiment-là, il a certainement fait l'objet d'une garantie et d'une indemnisation. On s'aperçoit que c'est un phénomène de tempête et de tornade. Alors là, il y a eu une tornade qui est venue se greffer sur la tempête de l'hiver dernier, et on s'aperçoit effectivement du problème d'adaptation du bâti. La toiture a été emportée par la tornade, mais ce qui peut arriver, il y a d'autres bâtiments qui ont été affectés, mais dans ce cas-ci précisément, on s'aperçoit à l'occasion de ce sinistre qu'il n'y avait pas d'armature du tout dans la maçonnerie, ce qui fait que c'est carrément le bâtiment qui a été démoli par une tornade. Alors c'est extrêmement embêtant puisque cette maison est à la fois en zone de sismicité modérée et en même temps en zone argileuse, je dirais sensible, ce qui fait qu'elle aurait mérité certainement d'avoir une constitution un peu plus renforcée. Donc le slide suivant, c'est que faire en fonction de ça pour améliorer ou adapter le bâtiment et les voies de progrès. Le premier sujet, c'est le sujet de l'adaptation des normes pour faire mieux. C'est-à-dire que les normes de construction sont souvent assez insensibles, je dirais, au phénomène d'aléas naturels. Alors, on pense qu'elles les intègrent, en réalité, elles les intègrent assez mal, et il y a certainement une nécessité de reconcevoir les différents référentiels de construction, du neuf ou de l'existant, plutôt que d'ajouter, et donc, des dispositions complémentaires à des normes anciennes. On ferait mieux de reconcevoir le sujet. Alors, pour regarder la puissance du moteur, c'est que le faire mieux, c'est les travaux neufs de l'année, c'est 140 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, que ce soit en rénovation ou en construction neuve, comparé à ce qu'on a vu tout à l'heure, 3,5 milliards d'endommagement, annuel. Donc, je dirais que c'est pas au moment de la réparation qu'on peut faire mieux. On peut le faire, certes, mais c'est certainement au moment de la construction où on a toutes les opportunités de le faire beaucoup mieux. C'est effectivement reconstruire mieux quand on peut le faire après un événement. Donc là, ça suppose qu'effectivement, on le fasse au quotidien pour que dans la partie réparation après l'événement, on soit, entre guillemets, tellement resilient-minded que ça ne pose plus de problème de faire des bâtiments résilients, ce qui n'est pas le cas non plus aujourd'hui. Et puis, c'est connaître mieux. Il faut certainement, pour, piloter les actions, avoir des tableaux de bord qui mesurent les choses. Et donc, une façon de connaître mieux l'aléa, c'est certainement de le mesurer à travers un outil de diagnostic de performance à la résilience qui permet soit de coter un projet neuf et de voir en quoi il s'adapte aux aléas auxquels il est exposé, soit éventuellement de prioriser des actions sur des bâtiments existants, notamment au travers de la rénovation énergétique, qui est une opportunité évidemment de contribuer à la politique d'atténuation, mais également de contribuer à la politique d'adaptation.
Ce qu'il faut bien voir, malheureusement, c'est qu'un bâtiment inadapté, il reste inadapté toute sa vie, et que les enjeux et que plus on construit des bâtiments inadaptés climatiquement parlant, plus les fonds nécessaires pour les adapter après seront graduellement de plus en plus importants. Donc le système, si on ne prend pas le pli de bien construire dès le départ, il est plutôt divergent, il a peu de chances de se terminer, je dirais, en adaptation du bâtiment par miracle. Il faut réellement construire des bâtiments adaptés dès leur conception et leur construction. Merci Eric, merci Sarah. Est-ce qu'on m'entend cette fois-ci? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait, très bien. Avant de laisser la parole à Vincent Pierret, une petite question. On sait qu'il y a actuellement beaucoup d'argent qui est disponible pour la transition énergétique, je pense notamment aux fonds européens. De votre point de vue, du point de vue de la MRN, comment est-ce que vous jugez ou comment est-ce que vous qualifieriez l'articulation des travaux de rénovation énergétique et puis des travaux qui visent à prévenir les risques naturels? Est-ce que cette articulation existe tout simplement? Si je tente la réponse, je crois qu'aujourd'hui, il y a une suboptimisation du sujet atténuation, qui s'explique parfaitement, effectivement, avec les objectifs carbone. Je ne suis pas certain que les travaux, dans les référentiels que l'on peut voir concernant les travaux d'atténuation, on ne voit pas, dans la mesure où les règles de construction neuves, en général, ne prévoient pas ou sont assez mal adaptées à différents aléas. Je dirais qu'a priori, les travaux d'entretien, rénovation se retrouvent dans le même contexte. Donc, je dirais qu'on a effectivement des budgets énormes en matière de rénovation énergétique. Cette rénovation énergétique, elle se fait selon les coutumes du demi-siècle passé. Elle ne se fait pas suivant les perspectives des 20 ans à venir ou 30 ans à venir. Oui, je compléterais juste en disant qu'effectivement, on observe encore trop souvent en fait de la sinistralité qui vient mettre à mal en fait les efforts d'atténuation. Si je prends l'exemple d'une chaudière basse consommation qui aura remplacé une vieille chaudière, aujourd'hui encore, on trouve en fait des sinistres avec des chaudières basse consommation qui ont été installées donc en zone inondable et qu'il faut de nouveau remplacer en espérant que cette fois-ci, elle sera mise hors d'eau. Donc, c'est vrai qu'on voit que finalement, aujourd'hui, ce n'est pas en tout cas, c'est loin d'être pris en compte. Il y a certains acteurs comme nous, comme l'AQC et comme d'autres, qui se préoccupent de ce sujet, de cette synergie à trouver entre atténuation et adaptation. Et je pense qu'effectivement, c'est un sujet très important et urgent à traiter parce que tout ce que l'on fera en atténuation qui ne sera pas adapté au phénomène climatique, ça sera en fait contre-productif parce qu'on va augmenter une consommation carbone parce que ça sera de l'atténuation qui aura été endommagée post-événement et qui sera à refaire. Donc là où on aura refait une isolation, si on n'a pas mis d'écran de sous-toiture et qu'il y a un phénomène de grêle qui se produit, à ce moment-là, toute cette isolation, elle sera à refaire et donc finalement, on aura explosé le bilan carbone là où on voulait le diminuer. Donc, je pense que c'est dans l'intérêt à la fois de cette recherche de diminution du bilan carbone et puis aussi dans l'intérêt en fait de la limitation des sinistres liés aux catastrophes naturelles que de trouver rapidement une synergie entre ces deux thématiques. Le message est bien passé, je pense, mais merci à tous les deux. Alors justement, nous allons enchaîner sur une étude de cas, qui va être présentée par Vincent Pierret de Terra Énergie, et il s'agit du Centre sportif universitaire de Strasbourg et d'un enjeu, celui d'une adaptation, celui du développement d'une stratégie d'adaptation au changement climatique. Donc Vincent, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc effectivement, j'en profite de la transition là, des quelques mots avant. On est en plein dans le sujet. Bâtiment neuf, bâtiment extrêmement performant, mais qui s'inscrit dans l'adaptation changement climatique et l'anticipation des risques pour que sa grande performance énergétique ne soit pas, soit réelle tout simplement,
et soit durable. Donc, c'est le nouveau centre sportif universitaire de Strasbourg. Il est implanté sur le campus de l'Esplanade. On est en plein au cœur de Strasbourg. Là, on voit en rouge la trace le lieu où va être implanté le nouveau bâtiment. Donc, on est vraiment dans de la trame urbaine très dense, donc en plein cœur de l'îlot de Chaleur. Si tu veux passer la diapo. Voilà. Donc là on a vu rapidement la façade tout à l'heure, la façade nord, maintenant la façade sud. Donc c'est un bâtiment très compact mais de très grande ampleur, qui est dans lequel on a à peu près tous les sports pratiqués possibles, dont 3 grands gymnases, de la danse, de l'escalade, de la musculation, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Le bâtiment est encastré de 3 mètres dans le sol, c'est-à-dire pas très très loin de la nappe, ce qui lui donne beaucoup de facilité pour se refroidir. Il est conçu intégralement de manière bioclimatique, c'est-à-dire que tous les vitrages sont protégés et que quasiment tous les vitrages ne regardent qu'au nord. Là, on voit rapidement. Toutes les possibilités de ventilation naturelle ont été optimisées pour le permettre de se refroidir. Et pourtant, voilà, tu peux passer à la diapo. Et pourtant, quand on a fait les premiers bilans énergétiques, on s'est rendu compte et on était très content que le bâtiment était un bâtiment qui avait quasiment pas de besoin de chauffage. Si on regarde sur le graphique de gauche, en gris, on a la période de chauffe. C'est-à-dire que la période de chauffe, elle commence en gros le 15 décembre quand il va être fermé pour les vacances, et elle se termine le 15 janvier, en gros quand ça reprend. Et c'est-à-dire que en dehors de ça, on n'a aucun besoin de chauffage. Ce qui se traduit en fait par plutôt une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que 11 mois de l'année, on est en stratégie de refroidissement, c'est-à-dire en stratégie de protection contre les surchauffes. Et si on analyse, alors à droite, c'est peut-être un peu petit, c'est donc la synthèse d'études du PHPP, donc l'outil de conception passive. On se rend compte qu'il y a un petit carré blanc en haut à gauche là. En fait, ça correspond à ce qu'on appelle les gains de chaleur non utiles, c'est-à-dire tout simplement, c'est les surchauffes en période de chauffe. C'est-à-dire que même pendant le seul mois de période de chauffe, dès qu'il y a un rayon de soleil ou un peu trop d'activité, on peut se retrouver dans une stratégie de refroidissement. Tu peux passer voilà. Alors, quand on dit on est en stratégie de refroidissement, la question qu'on devrait tous se poser, c'est par rapport à quel climat ? Parce qu'en général, personne ne se pose cette question-là chez les concepteurs bureaux d'études, parce qu'on travaille avec les climats soit standards de la réglementation thermique, soit les climats qu'on a dans les logiciels de simulation thermique dynamique ou de conception passive. Mais c'est en général des fichiers standards qui proviennent de stations météo qui sont sur des aéroports, donc en général très 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 différentes du centre-ville et d'îlots de chaleur, et qui en plus sont issus de données enregistrées, on va dire sur les 15, 20, voire plus dernières années. C'est-à-dire avant qu'on sente fortement les effets du changement climatique, comme on peut les mesurer sur ces dernières années, et je parle même pas de ce que va devenir le climat sur les prochaines années, à un horizon 2050, voire à un horizon 2080, suivant 4 scénarios du GIEC, qui montent juste à des augmentations allant à plus de 4 degrés. Donc, une des questions importantes qui s'est posée, quand on s'est rendu compte que le bâtiment était en stratégie de refroidissement toute l'année sur un climat standard, on s'est dit ouais, mais si en plus le climat n'est pas standard, c'est-à-dire on est parti à la recherche d'un climat réel. Donc, on a eu la chance de trouver une station météo dans la petite France qui est beaucoup plus proche du site, qui n'est pas une station qui est pas une station d'aéroport. Et là, on se rend compte que quelque chose qu'on savait parce qu'on l'a observé sur les 10 dernières années, c'est que grosso modo, il y a 2 degrés de plus en été et 1 degré de plus en hiver à peu près tout le temps. Entre la station Ensheim qui est à la campagne, l'aéroport, et la petite France en îlot de chaleur urbain. Si tu peux passer la diapo. Voilà. Donc, on est parti, on a comparé 4 fichiers. Un fichier issu de la RT 2012, un fichier donc de référence avec l'îlot de chaleur, un fichier 2003 qui correspond à un fichier caniculaire, un fichier récent et un fichier prospectif scénario A2 2080. C'est un fichier en fait où on a augmenté les températures par rapport à notre station de référence.
Et donc, on en arrive à 4 réalités, mais totalement différentes. C'est là où je pointe vraiment l'attention. C'est que si on prend comme tout bon professionnel réglementaire, on prend le climat RT 2012 standard qui est dans toutes les bases de données, que ce soit le calcul réglementaire, le calcul dynamique ou la STD, on aboutit à un bâtiment qui a un besoin de chauffage de 3 kWh par mètre carré. C'est très très bon, c'est presque zéro. Et on a une fréquence de surchauffe, ce qu'on voit là en bas dans le premier carré, de 0,5% du temps au-delà de 25 degrés. C'est-à-dire, on n'a aucun problème de surchauffe. On considère qu'un bâtiment qui ne dépasse pas 6% de surchauffe à 25 degrés est un bâtiment très confortable. Sauf que ça, c'est totalement virtuel parce que le climat RT 2012, il n'existe pas dans la réalité, surtout pas dans l'îlot de chaleur. Si on se place en dessous, on a la même étude faite avec le climat Petite France 2018, c'est-à-dire on a pris l'année 2018 d'une station très très proche, mesurée, et là à ce moment-là, le bâtiment, youpi, il a quasiment plus de besoin de chauffage, il est à 1 kWh par mètre carré. Par contre, il est passé à 16% de surchauffe. Et 16% de surchauffe, ça commence à être un bâtiment qui devient inconfortable. Et ensuite, si on pousse en prospective climat A2 2080, donc c'est le en haut à droite de la présentation, à ce moment-là, le besoin de chauffage est de 0. Il n'y a absolument plus du tout de besoin de chauffage. Par contre, on est passé à un bâtiment qui est quasiment 30% du temps au-delà de 25 degrés, c'est-à-dire par rapport à la destination de locaux sportifs, quasiment, je ne dis pas impropre à la destination, mais en tout cas très inconfortable. Donc, laissez-moi juste le dernier. Ouais. Le dernier, on a appliqué dessus des stratégies de rafraîchissement que j'expliquerai après, mais qui sont des rafraîchissements très faible puissance, de l'ordre de 12 watts par mètre carré au maximum, et à ce moment-là, on maintient le bâtiment sous 25 degrés en toutes circonstances. Mais ce qui est important de voir, c'est que on a 3 visions du même bâtiment dans 3 climats, dont un est virtuel, et le seul qui est virtuel, en fait, c'est le climat de référence actuel. Parce que le vrai climat, c'est 2018, et le climat vers lequel on va, c'est 2080. Voilà, si tu veux passer. On a procédé à de la simulation thermique dynamique multizone avec la réalité de l'espace environnant. Et là, je vais juste vous passer rapidement les résultats selon ces 4 climats pour se rendre compte. Donc là, on a toutes les zones. Je vous demande juste de regarder la barre à 25 degrés et la barre à 28 degrés. Les oscillations qui montent très haut, c'est la température extérieure. Alors là, on est sur le meilleur, hein, c'est sur le 2080. Je ne sais plus dans quel ordre ils sont. Ce qui peut être intéressant, c'est de peut-être revenir sur la base. Voilà, climat de Strasbourg. On va dire c'est une année standard de Strasbourg. Là, on se rend compte que un fichier de base aujourd'hui, ça monte pas à plus de 36 degrés, alors que l'année dernière, on a dépassé largement les 40 degrés. Donc là, effectivement, dans un fichier virtuel, on n'a jamais de problème, on n'a pas besoin de climatisation. Si on passe sur le fichier, déjà de mettre juste le Petite France 2018, voilà, ou même le 2014-2017, on a déjà des séquences qui montent à plus de 38. Le bâtiment, on voit que régulièrement, il monte au-delà de 25, mais il dépasse jamais 28. Maintenant, tu peux passer le suivant. Ou on peut même aller directement au A2 2080. Le A2 2080, c'est relativement simple. Hein. On décolle pas de 25 degrés sans dispositif de rafraîchissement, et on dépasse régulièrement les 28 parce qu'on a un climat extérieur qui régulièrement atteint et dépasse les 40 degrés, quoi. Mais surtout qui la nuit ne redescend quasiment pas. On a énormément de nuits où on descend pas en dessous de 24 degrés, ce qui rend le bâtiment impossible à se rafraîchir par des dispositifs passifs. Vincent, on va avancer tout doucement parce qu'il nous reste encore 2 intervenants et les questions. Oui, mais moi je conclus. Face à ce côté un peu théorique de certaines mesures réglementaires, comment est-ce qu'on agit ? On agit en ne faisant pas sur des bases réglementaires, mais en agissant sur des vrais fichiers météo, et surtout on se donne des moyens techniques derrière de maîtriser. Je vais juste en présenter 3, c'est ma conclusion. Le plus efficace et le plus basse technologie, c'est la ventilation à flux laminaire. C'est des ventilateurs avec des bons profils qui déplacent l'air à 1 mètre par seconde, c'est-à-dire sans sensation de courant d'air, et donnent un confort équivalent à 3 à 4 degrés de moins que la température ambiante. C'est parfaitement adapté à un usage sportif, et ça peut être généralisé à tout type de bâtiment, compris bureaux et écoles. Deuxième stratégie, intégration de ventilation pour la ventilation nocturne dès l'esquisse, en utilisant une très grosse CTA, mais pour ça, il faut le dessiner dès l'esquisse, parce que sinon, après, c'est plus possible. Et dernier élément,
On se base sur une centrale double flux à récupération de chaleur qui intègre elle-même une pompe à chaleur réversible qui nous permet de faire un peu de chauffage en hiver, mais comme vous avez vu, l'hiver ça dure un mois, mais qui permet surtout de faire du rafraîchissement très haute efficacité en été et particulièrement la nuit, où quand on est en îlot de chaleur, on est capable de souffler 2 à 3 degrés moins chaud que la température extérieure en ayant une efficacité frigorifique supérieure à 10. C'est-à-dire pour 1 kWh consommé, 10 kWh de froid. Et avec cette stratégie-là, on maintient le bâtiment en 2080 avec une consommation énergétique extrêmement faible dans des températures quasiment en permanence inférieures à 25 degrés. Donc favorable à la pratique sportive. Voilà. Merci Vincent. Donc je pense qu'on a bien compris le message, hein, c'est qu'il existe aujourd'hui un enjeu de lutte contre l'inconfort d'été et même franchement contre la surchauffe et que ce risque est encore plus important peut-être que ce que peuvent donner à voir un certain nombre de bases de données. Alors, justement à propos du réchauffement climatique et à propos du confort d'été, nous allons enchaîner sur la présentation de Yannick Bex, directeur de Sopranature, qui va nous parler notamment de végétalisation des toitures, végétalisation dont on sait qu'elle peut être un outil intéressant de lutte contre le réchauffement climatique à l'échelle de l'îlot, à l'échelle des villes. Yannick Bex, c'est à vous. Oui, bonjour, merci. Tout à fait, donc je voudrais vous parler des toitures. Nous vous entendons très loin, je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas. Vous m'entendez mieux là? Je m'avance? Ouais, ça doit aller mieux, ouais. Est-ce que c'est bon? Voilà. Merci Monsieur Chauvet. Donc effectivement, nos villes aujourd'hui surchauffent, nos villes débordent, vous l'avez rappelé. Le dérèglement climatique aujourd'hui fait que nous avons des pluies plus intenses, ce qui produit des ravages matériels, humains et surtout une pollution du milieu naturel par débordement. Au niveau des températures, qu'est-ce que l'on constate? Des phénomènes d'îlots de chaleur, effectivement, parce que nos villes emmagasinent la chaleur et on peut avoir des différences de température jusqu'à 10 degrés dans la nuit par rapport à la centre-ville et donc effectivement nos campagnes. Donc nos villes surchauffent et nos villes débordent. Alors il y a des solutions, effectivement, Soprema travaille ces solutions depuis de nombreuses années. Les toitures végétalisées sont un véritable outil pour peut-être lutter contre ou limiter ces phénomènes induits par les dérèglements climatiques au niveau de température et au niveau pluviométrie. Alors, les toitures végétalisées, très brièvement, hein, c'est effectivement un jardin léger qui va protéger l'étanchéité anti-racine puisqu'on fait un jardin dessus. On va avoir un bénéfice de confort thermique. On va parler de confort d'été plutôt avec une réduction et un confort de 2 à 4 degrés à l'intérieur du bâti, pour le dernier étage bien évidemment. On va parler d'isolation aussi acoustique, puisque ça va permettre avec cette masse et ce jardin léger de réduire le bruit par deux, et particulièrement sur des supports type acier par rapport au phénomène d'impact de pluie ou de grêle. Mais aussi, bien évidemment, comme on est avec du matériel végétal et naturel, c'est véritablement une toiture végétalisée va permettre d'accueillir et de favoriser la biodiversité, donc d'accueillir des espèces, qu'elles soient végétales, mais animales et autres. Ça va permettre à des oiseaux de nicher, ça va permettre d'apporter une continuité au niveau de la trame verte, au niveau de nos villes. Ça, c'est très important. On parle beaucoup de biodiversité, ce n'est plus un terme galvaudé. On va apporter bien évidemment une meilleure qualité de l'air parce que les deux principales propriétés d'une plante, vous savez que c'est de respirer et de faire de la photosynthèse. Donc quand une plante va respirer, elle va filtrer effectivement des polluants. Et quand elle va effectuer sa photosynthèse, elle va rejeter de l'oxygène en ayant transformé du CO2. Donc c'est quelque chose qui est bon pour la qualité de l'air. Et au final, il y a aussi le bien-être. On a tous, tout à chacun, je dirais, besoin d'espaces verts. Les dernières études et lors des dernières élections, tout le monde manifeste bien le besoin d'avoir un environnement plus vert. Je ne rentrerai pas dans le détail. Mais revenons particulièrement aux deux phénomènes qui nous intéressent aujourd'hui par rapport à ce dérèglement climatique. C'est la gestion des eaux pluviales. Et bien oui, avec une toiture végétalisée posée sur un toit, vous savez que Soprema est un expert des toitures terrasses, hein,
et le potentiel est là dans nos villes avec plus de 15 à 30% de toiture, eh bien, quand l'eau va tomber du ciel, elle va tomber sur, sur les toits tout naturellement. Le fait de tomber sur une toiture végétalisée, en fait, le système de végétalisation va fonctionner un peu comme une éponge. L'eau va être captée par le système de végétalisation, par le substrat sur lequel des plantes sont implantées. Cette eau, elle ne va pas effectivement aller dans les évacuations pluviales, donc on va éviter du ruissellement au niveau de nos villes et on va éviter les engorgements au niveau de nos collecteurs et on va contribuer à limiter les inondations. Alors cette eau, vous allez me dire qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qui va se passer? Une fois que la pluie est passée, le beau temps revient, la plante est un être vivant, donc elle absorbe l'eau par ses racines et le fait d'absorber l'eau, elle va évapotranspirer, on en reparlera après au niveau du phénomène de rafraîchissement, mais sinon, donc cette eau qui est stockée, captée dans le substrat va s'évaporer. La plante va évapotranspirer effectivement cette eau et ce double phénomène de captation et d'évapotranspiration, c'est ce que l'on appelle l'abattement pluvial. Et cet abattement pluvial est quelque chose de très connu et qui aujourd'hui est travaillé, je dirais, par les agences de l'eau, où il y en a 6 en France, qui aujourd'hui donnent des directives, vont même apporter des subventions conséquentes, pour que tout le monde le sache et l'intègre lors de la conception donc, des projets de bâtiments, parce que cette toiture végétalisée, en captant et en abattant de l'eau, il y a des consignes qui sont données par des agences de l'eau et il y a des subventions qui sont accordées. Donc, on va passer ensuite au phénomène de rafraîchissement. On est dans la continuité finalement du fonctionnement de la plante. Ces plantes qui évaporent ou qui évapotranspirent entre guillemets, pour évapotranspirer, donc relarguer de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, ces plantes vont en fait consommer de l'énergie, des calories dans l'air ambiant qui est chaud quand il fait pendant une durée, enfin, sur une journée estivale par exemple, et en captant cette énergie, ça va tout simplement rafraîchir l'air ambiant. Donc, on va aujourd'hui, donc grâce à nos expérimentations depuis de nombreuses années, nous avons sélectionné des plantes spécifiques, donc sous un système de végétalisation qui s'appelle Sopranature Fraîche, où nous avons sélectionné des plantes qui sont 4 à 5 fois plus évapotranspirantes que des plantes traditionnellement utilisées dans des systèmes de végétalisation de toiture. Donc, on peut aller plus loin que la nature, on peut en plus sélectionner les plantes spécifiques pour avoir un rendement, une sorte de climatiseur naturel pour rafraîchir leur ambiant qui peut aller jusqu'à 4 degrés. Donc ça a été fait avec l'Institut horticole Lastrédor. Donc tout ça c'est prouvé. Donc les plantes aujourd'hui sont des climatiseurs finalement naturels et vont permettre de lutter contre le phénomène d'îlot de chaleur urbain que vous connaissez, qui est grandissant avec ce dérèglement climatique et l'imperméabilisation, l'activité humaine et l'urbanisme d'hier ou d'avant-hier ou encore un petit peu d'aujourd'hui, malheureusement. Voilà, donc je ne vais peut-être pas aller plus loin. Ce qui est important, c'est peut-être de dire que l'ensemble de nos solutions de rafraîchissement, de gestion des eaux pluviales sont dans une gamme qui s'appelle Skywater, qui est travaillée par Soprema depuis une dizaine d'années, qui sont abouties aujourd'hui, qui sont des vraies solutions qu'il ne faut pas se priver, qui existent, qui sont simples. C'est une adéquation, je dirais, de nos systèmes de végétalisation. Soprema a développé aussi avec le laboratoire eCube et l'Université de Strasbourg un logiciel qui va permettre aux concepteurs de dimensionner leur toiture et la végétalisation pour répondre à une consigne qui est donnée de plus en plus par les grandes villes dans leur PLU comme Lyon, Nantes, Paris, bientôt peut-être Strasbourg. Et aujourd'hui, on est capable d'accompagner les concepteurs et les maîtrises d'ouvrage pour dimensionner, pour répondre à des consignes d'abattement ou de débit d'eau à la parcelle. Et tout ça, c'est effectivement abouti. Alors, pour aller plus loin, si on souhaite, j'encourage tout à chacun d'aller sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, effectivement, pour
que Jamy, un journaliste scientifique, vous explique de façon très simple, lisible et pédagogique, je dirais, toutes les fonctions et les innovations de nos solutions SkyWater de chez Soprema pour lutter contre les conséquences, je dirais, entre autres du dérèglement climatique, inondations et îlots de chaleur. Merci Monsieur Bex, merci pour cette présentation. Ce que j'en retiens, moi, peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler en fin de présentation, ce que je retiens, c'est que tant sur la question de la gestion des eaux de pluie que sur la question de la chaleur et du confort d'été, il est souvent très intéressant d'agir, peut-être pas uniquement au niveau du bâtiment, mais bien d'agir au niveau de l'urbanisme, au niveau de la ville, plus que des bâtiments isolés. Je dis cela et j'en parle tout simplement parce que la dernière présentation, celle de Madame Carmen Bössner, va nous donner l'occasion de voir comment une ville, la ville de Karlsruhe, s'imagine son futur et imagine son futur résilient. Donc je vous laisse la parole, Madame Carmen Bössner. Herzlich willkommen. Ja, merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Chauvet, et bonjour à tous. J'aimerais bien de vous parler des exigences d'une ville qui devrait devenir une ville résiliente, mais je passe à l'allemand, excusez-moi. Et seit einigen Jahren, non, depuis quelques années, la première page, s'il vous plaît. Seit einigen Jahren befasst sich auch die Stadtforschung, la recherche sur les villes se penche aussi sur le terme de la résilience, notamment sur la toile de fond du changement climatique. Les urbanistes leur développent des stratégies, des instruments pour maintenir des fonctions urbaines de base en situation de crise ou de stress ou actuellement de pandémie et de les améliorer si possible. Ces évolutions ne seront pas linéaires car les villes dépendent des ressources régionales, locales, des évolutions des marchés et de plus en plus des impacts du changement climatique. À cela s'ajoutent des problèmes internes comme la gestion du changement structurel, les inégalités sociales et les déficits de modernisation dans l'urbanisme et au niveau des infrastructures. Les villes sont donc confrontées à un triple défi: maintenir les potentiels, gérer le changement et rendre les évolutions plus robustes. On prévoit que d'ici 2050, 75% de la population mondiale vivra en ville. Cela pose un grand nombre de défis dans tous les pays. Les villes consomment actuellement jusqu'à 75% de l'énergie produite au niveau mondial. En même temps, elles génèrent 80% du PIB global. L'avenir des villes sera décisif pour un développement écologique et pour la lutte contre le changement climatique. L'agenda 2030, qui a été élaboré par la Communauté internationale à New York en 2015, contient des réponses importantes à ces questions. Les objectifs pour un développement durable s'adressent à tous, aux gouvernements dans le monde, mais aussi à la société civile, à l'économie et à la science. Donc, il faut une approche en réseau, et Karlsruhe est une ville en croissance. En 2015, la ville en éventail a compté 315 000 habitants. Et la tendance est à la hausse. Donc, de nouvelles surfaces constructibles sont rares et sont également limitées dans le cadre d'une démarche respectueuse des ressources disponibles afin de préserver les espaces naturels autour de Karlsruhe et pour pouvoir réagir de façon active au changement climatique. Les changements ont également un impact
l'aménagement de nos villes. En plus, les urbanistes et les concepteurs, ainsi que les décideurs dans le monde politique, se voient confrontés à une multitude de projets de petite et de grande taille et de toute nature. Le plan directeur spatial Karlsruhe a jeté les bases d'un plan cadre politique et cohérent pour le développement futur de la ville. Il est le résultat d'un processus de planification intense qui a duré plusieurs années, qui a été fait en collaboration avec les concepteurs de l'administration et en coopération avec des spécialistes externes, et l'échange permanent avec la politique et avec les citoyens a renforcé ce processus. Il y a 7 thématiques qui décrivent les défis les plus importants de l'aménagement de l'espace et illustrent les points forts de la ville sous forme d'objectifs clairs. Donc l'habitat, le travail, l'espace libre, le climat, la mobilité, l'identité, la culture des bâtiments. La ville de Karlsruhe s'agrandit et a besoin d'espace à l'intérieur de la ville. Là où de nouvelles zones sont créées, il y a la possibilité de revaloriser l'ancien. Donc, la rénovation de quartiers anciens et l'extension de quartiers existants se trouvent donc au centre de l'intérêt. L'accessibilité et différents types de mobilité en réseau donc, posent de nouveaux critères pour mesurer la qualité de vie et pour développer les quartiers. En 5 minutes, chacun doit avoir la possibilité d'atteindre tous les lieux qui couvrent les besoins de première nécessité, les espaces libres et les parcs. L'aménagement de quartiers existants permet de créer de nouveaux concepts de logement et de renouveler des voisinages. Des zones mixtes peuvent être complétées et les structures des quartiers peuvent être stabilisées. En développant des quartiers existants grâce à des projets, il est possible donc de compléter l'offre existante, de créer de nouvelles offres de mobilité, de créer une ville des chemins courts, notamment pour les déplacements piétons et cyclistes. Cela permet également de créer des espaces libres et d'utiliser la gestion de l'eau justement pour ces espaces libres, la ville résiliente de l'avenir et la ville des quartiers. Plus d'exigences peut être synonyme de plus de qualité dans une conception globale, mais nous avons besoin d'une communauté de ville qui soit capable de considérer les crises comme une chance et d'en déduire les évolutions pour l'avenir. Il nous faut aussi une administration publique capable de mettre en place ces différentes exigences. Merci Madame. Merci pour cette présentation. Une question. On voit à travers. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, on m'entend. On voit que la manière d'appréhender la résilience d'une ville chez vous à Karlsruhe passe par énormément d'éléments différents qui ne sont pas forcément en lien avec directement avec les risques naturels. Est-ce que vous avez néanmoins une politique particulière autour des risques naturels, qu'il s'agisse, on l'a vu, des tempêtes, qu'il s'agisse des inondations, qu'il s'agisse éventuellement du réchauffement climatique? Ce que nous faisons, c'est dans les plans d'urbanisme, c'est de tenir particulièrement compte des questions de l'eau, de la gestion de l'eau, parce que nous avons fixé des exigences en la matière. Nous essayons de les intégrer, je viens de le montrer il y a un moment, c'est-à-dire une intégration positive, les considérer comme des éléments d'aménagement dans la planification des espaces libres.
c'est pendant une approche importante. in dem Sinn, dass es eine Belastung ist, sondern wir sehen darin eine Mais große c'est Chance, plutôt mit une der opportunité pour Freiraumplanung nous, gemeinsam donc diese de prendre Gestaltung la durch gestion die des espaces Wasserelemente libres zum et Beispiel d'y zu intégrer ergänzen. donc Und was les wir éléments auf liés jeden à la Fall gestion de l'eau. verfolgen, Et ce ist que nous eben dieser integrierte Ansatz, c'est insgesamt strategische d'adopter une approche intégrée, une approche stratégique, Konzeption, die dann in c'est-à-dire den d'avoir un concept Stadtteilen global noch pour toute la einmal ville, im Detail qui est durchgearbeitet ensuite décliné au niveau de chaque quartier. Merci. Alors, plusieurs questions qui sont arrivées entre-temps. Alors, un petit peu dans le désordre. On va commencer par la mission risque naturel. Sur la question des sécheresses, de la sécheresse géotechnique et la sécheresse des sols, est-ce qu'il existe aujourd'hui des solutions pour prévenir ces problèmes avec la sécheresse géotechnique? Sarah, je te... Oui, non? Non, je crois que c'était une question adressée à la mission risque naturel. Donc effectivement, on identifie des solutions, mais je laisserai Eric les développer, qui permettent en fait de limiter l'impact de ces sécheresses successives au niveau des bâtiments. Alors aujourd'hui, c'est essentiellement des techniques de réparation. Mais effectivement, il y a aussi des solutions en termes de prévention, et certaines de ces innovations pourraient voilà, être mises en place dès ce moment de prévention pour essayer de limiter les conséquences sur le bâtiment. Donc Eric, je vais te laisser les développer. Oui, merci. Je dirais qu'effectivement, déjà, la construction, le premier sujet, c'est de connaître le sol sur lequel on s'implante. Donc, pour ça, on a effectivement des cartographies de l'Institut géographique national qui permettent de mieux connaître des zonages de sol avec des aléas moyens et forts, notamment, qui sont les plus porteurs, je dirais, de sinistralité. Et donc, l'étude géotechnique préalable à la construction d'un bâtiment, je dirais, est une règle de bonne construction qui est d'ailleurs recommandée, enfin, inscrite dans les DTU de fondation superficielle, notamment, puisque c'est essentiellement les maisons individuelles qui sinistrent pour plus de 90% des volumes de sinistralité. Donc, la première chose, c'est de savoir et d'avoir confirmation, je dirais, de la nature des sols sur lesquels sont implantés les bâtiments, et en fonction de ça, d'adapter finalement avec des études techniques qui vont avec la construction, le dispositif de fondation, la profondeur, éventuellement quand on a des dénivelés de terrain ou des dénivelés de structure, enfin, c'est d'adapter la construction, de rigidifier celle-ci, d'approfondir les fondations et un ensemble de dispositions constructives. Et puis l'importance, on l'a vu tout à l'heure à travers une image, mais l'importance évidemment des chaînages et des renforts qui permettent, je dirais, de consolider la boîte formée par la maison en question. Alors, il y a aussi, effectivement, sur l'existant, des dispositions à prendre concernant, par exemple, l'abord immédiat de la maison, éviter de mettre des grands arbres qui sont des pompes à eau vertigineuses, entre guillemets, à proximité de la maison. Donc, je dirais des grands... Et c'est là qu'on arrive, Eric, excuse-moi de t'interrompre, c'est là qu'on arrive parfois à une difficulté. Les arbres, on pourrait aussi bien dire, on sait qu'on a un certain nombre de villes aujourd'hui qui sont en train de développer des plans arbres, arbres qui par ailleurs peuvent être très utiles pour lutter contre le réchauffement climatique. Oui. Donc, il y a effectivement une injonction contradictoire, et donc il faut effectivement à la fois avoir, je dirais, des espaces verts pour, je dirais, développer les phénomènes qui ont été évoqués tout à l'heure et produire un rafraîchissement naturel des surfaces, et puis augmenter les volumes d'évaporation. Et d'un autre côté, je dirais qu'avoir un système racinaire qui vient à proximité des systèmes de fondation, c'est créer des zones de ponction ou de surponction d'humidité sur des sols argileux qui sont extrêmement sensibles à l'eau et qui vont provoquer des variations différentielles sous l'horizon de la maison. Donc, je dirais que ces variations différentielles de sécheresse vont éventuellement provoquer des efforts dans la structure. Alors, effectivement, il y a des dispositifs, par exemple, qui consistent à faire des rideaux étanches autour des racines, donc de prévoir une sorte de méga bac à fleurs, je dirais, autour de l'arbre pour faire une zone de confinement des racines, ce qui permet d'avoir les arbres, mais de ne pas avoir les inconvénients, je dirais, de racines qui vont se développer et chercher de l'humidité très loin.
On peut aussi avoir des dispositifs avec des membranes d'étanchéité, des trottoirs périphériques qui vont écarter les eaux de ruissellement. Il faut également vérifier, et se préoccuper des pentes générales autour de la maison et regarder les sens de ruissellement tout simplement des eaux pluviales et s'arranger pour les écarter ou bien faire des mouvements de terrain qui écartent ces eaux plutôt que de les ramener vers la maison, puisque les ramenant vers la maison, elles vont augmenter cette volumétrie pendant les périodes de pluviométrie et elles vont évidemment avoir des variations hydriques, puisque le sujet, c'est la variation hydrique. Si l'argile était à humidité constante, on n'aurait pas de dommages. Voilà, donc ce sont des dispositions, et je dirais, d'adaptation de ces maisons au terrain en fonction des dispositions constructives qui peuvent être prises à la construction. Et puis évidemment, sur je dirais, les maisons existantes, eh bien, les dispositions concernant l'environnement je dirais, végétatif est important, la vérification des réseaux, puisque je dirais que les réseaux d'évacuation des eaux pluviales, notamment, sont souvent, on ne passe pas beaucoup de temps à vérifier qu'ils fonctionnent bien, mais des dommages de fonctionnement de ces eaux pluviales peuvent effectivement générer des accumulations. Et puis là aussi, la végétation va aller à augmenter les dommages s'il y en a, puisque les racines vont éventuellement dégrader des réseaux qui ne sont pas bien entretenus et donc provoquer des phénomènes d'accumulation d'eau à certaines périodes et puis de forte déshydratation par d'autres. Donc il y a tout un dispositif également sur l'environnement des réseaux, le terrain, la végétation et puis la construction de la maison. Merci Eric. Une autre question qui s'adresse cette fois-ci à Yannick Bex. Donc dans la série Difficulté à courir plusieurs lièvres en même temps, on demande aujourd'hui beaucoup aux toitures, donc à la fois des équipements techniques, de la 5G, de la végétalisation, du photovoltaïque. Comment est-ce qu'on arrive à gérer tous ces besoins, toutes ces fonctions, Monsieur Bex ? Écoutez, il y a plein de solutions complémentaires. Alors, à la fois, on peut les combiner. Par exemple, suite à la loi biodiversité qui incitait à mettre pour les surfaces commerciales de plus de 1000 m2 une solution de panneaux photovoltaïques ou de toiture végétalisée, on peut combiner les deux. D'ailleurs, donc les fabricants, et Soprema entre autres, on a développé des offres biosolaires, donc des offres combinées, panneaux photovoltaïques avec de la végétalisation autour. Ce n'est pas seulement pour utiliser les deux technologies ou les deux solutions, c'est justement parce qu'il faut une synergie. Le fait de mettre par exemple de la végétalisation autour de panneaux photovoltaïques va nous permettre d'avoir une efficience et un rendement beaucoup plus haut et maintenu par rapport au fait de ne pas avoir de végétalisation. Donc on arrive à combiner, mais bien évidemment on va privilégier en fonction des consignes et des problématiques à l'échelle du bâtiment et du quartier. Quand on va avoir une surface peut-être sommitale avec un besoin énergétique, on va plutôt privilégier le panneau solaire ou du biosolaire avec de la végète. Par contre, dès que vous allez avoir des toitures en pente qui vont avoir un aspect, qui vont être visibles par des occupants, par le quartier, là, à ce moment-là, on va plutôt peut-être privilégier en partie la mise en place de toitures végétalisées pour le côté esthétique, visuel. Et si on est dans une zone, par exemple à Paris, qui a une réglementation par rapport à de l'abattement, en fonction des obligations, des règlements, des consignes d'abattement, s'il faut abattre de l'eau, on pourra choisir plutôt la toiture végétalisée pour répondre à cette consigne-là. Donc, c'est en fonction des besoins, des problématiques du quartier, mais on peut même combiner différentes solutions dans ce sens. Merci, Monsieur Bex. Alors, avant, j'avais une question pour Vincent Pierret, mais j'ai entre-temps une question qui est revenue sur la sécheresse géotechnique, donc je la pose tout de suite à Eric et à Sarah. Est-ce que les maisons sur pilotis résistent mieux au retrait gonflement élargi que les maisons sur dalles ? Je suppose que les maisons sur pilotis sont des maisons sur micropieux, non ? J'imagine, je l'ai compris comme ça aussi. Oui, donc a priori, la technique de réparation par micropieux, puisque c'est surtout une technique de réparation, les maisons individuelles neuves construites sur micropieux, ça doit présenter une fraction très très faible de la construction annuelle usuelle. Donc, je dirais que la technique pilotis, c'est probablement la technique de confortement de maisons sinistrées. Et je dirais qu'effectivement, normalement, si on va réparer et je dirais
on va finalement mettre des étais sous la maison. C'est-à-dire qu'on pose la maison sur des pilotis, sur des micropieux, et donc on la rend insensible aux variations des mouvements du terrain autour d'elle. Encore faut-il, effectivement, alors il peut y avoir des phénomènes parasites comme le frottement négatif sur les têtes de pieux, et qui font qu'effectivement, il faut gainer éventuellement la partie haute suivant les caractéristiques de sol pour éviter d'avoir des ruptures de micro. Mais je veux dire que quand c'est bien fait, effectivement, la technique de réparation par micropieux est durable et permet, mais par contre, elle est extrêmement coûteuse, surtout quand elle est faite a posteriori. Donc, les ordres de grandeur de la reprise en sous-œuvre par micropieux sont du même ordre de grandeur que la construction de la maçonnerie elle-même, que l'eau gros œuvre lui-même. Donc, c'est pas une technique de réparation anodine. Merci Eric. Donc la régie m'indique qu'il ne nous reste plus que 3 minutes, ça tombe bien, j'ai une bonne question pour conclure. Alors peut-être à Vincent Pierret, comme je le disais tout à l'heure, mais peut-être à vous tous si vous souhaitez y répondre. Vincent, quel est ton positionnement par rapport à la RE 2020? On sait que la RE 2020 intègre la question du confort d'été dans ses préoccupations. Est-ce que ça te semble une bonne idée? Est-ce que ça te semble correctement fait? Est-ce que tu as l'impression qu'on peut encore progresser sur ce sujet? Alors, c'est un peu tout à la fois. C'est qu'effectivement, c'est mieux que rien. Il y a une nouvelle approche de confort d'été en termes de calcul. Maintenant, si cette approche de confort d'été est sur des fichiers météo qui ne représentent ni la réalité, ni le futur des 50 prochaines années du bâtiment qui va être conçu et construit, on a un petit peu progressé, mais pas beaucoup. Donc pour moi, ça reste vraiment un énorme enjeu et on le voit, il concerne la réglementation thermique, mais il concerne aussi les approches de bâtiments passifs. On a ces discussions-là avec les certificateurs de bâtiments passifs et avec la volonté d'utiliser les fichiers les fichiers météo les plus récents, les plus à jour, parce qu'on conçoit les bâtiments différemment. Je veux dire, si on conçoit des bâtiments pour 2 degrés de plus, je vais un exemple très simple, on met moins d'isolant sous les pieds, pour bénéficier plus des capacités de refroidissement sur le sol. Et paradoxalement, c'est aussi des bâtiments qui sont moins chers. Parce que la gestion des ponts thermiques de liaison au sol sur les bâtiments passifs, c'est quelque chose qui peut être un peu coûteux. Donc l'adaptation et l'anticipation du changement climatique, c'est pas forcément beaucoup plus cher, mais ça me semble nécessaire de le faire dès maintenant. D'autres réactions par rapport à cette question que je qualifierais de brûlante? Apparemment non, trop brûlante peut-être. Écoutez, je vous remercie, je vous remercie tous. Désolé pour les petits problèmes techniques en début de session. Je rends la parole à la régie, ou plutôt je rends la main à la régie. Merci à tous, merci d'avoir assisté à cette table ronde. Et puis à bientôt peut-être sur un mode plus physique, plus présentiel. Voilà. Bon après-midi, au revoir.